Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer un bon moment en notre compagnie avec votre émission Tous Frères. La plupart de nos territoires ultramarins sont entourés par l'océan, un élément indispensable de notre planète Terre que certains hommes connaissent par cœur, les marins-pêcheurs. Direction donc à La Réunion, à la rencontre de passionnés de pêche. Ils pratiquent cette activité dans une association. Leur terrain de prédilection, vous le voyez, la rivière, où des agents fédéraux veillent aussi au grain pour faire respecter la réglementation. Direction ensuite Mooréa, en Polynésie française, où nous avons eu la chance de suivre Avery Junior. Il a découvert la pêche alors qu'il n'avait que 4 ans. Adulte, il en a fait son métier. Au fil des ans, il a vu la biodiversité et les fonds marins évoluer. Dans la chronique cette semaine, nous verrons comment la pêche est pratiquée par les musulmans et ce que dit l'islam à ce sujet. Pêcher, comme dans la Bible, avec l'histoire de la pêche miraculeuse. Alors que les apôtres sont prêts à rentrer bredouille, donc sans poisson, Jésus les invite à un geste de foi. Mais écoutez plutôt Luciano vous raconter cette histoire. Pêcher, comme dans l'histoire, au bord du lac de Tibériade. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit tout droit sorti de l'Évangile selon saint Jean. Quelques jours après la résurrection du Christ, un homme, le voici, c'est l'apôtre Pierre. Il rejoint Thomas, Nathanaël et d'autres disciples au bord du lac de Tibériade. Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils montent dans la barque et lancent les filets. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais rien à faire. Ils ne prennent pas un seul poisson. Ils sont désespérés. Au lever du jour, voilà qu'un homme mystérieux s'adresse aux disciples depuis le rivage. « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Face à leur réponse négative, il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Et c'est ce que les disciples vont faire. Mais cette fois-ci, ils n'arrivent pas à tirer le filet tellement il y a de poissons. Ils viennent d'en pêcher 153 exactement. Un vrai miracle. « C'est le Seigneur !» dit l'un des disciples à Pierre. Pierre est saisi. Cet homme mystérieux, serait-ce Jésus ? Vite, il enfile un vêtement et se jette à l'eau pour rejoindre le rivage. Les autres disciples arrivent en barque et traînent tant bien que mal sur terre le fruit de leur pêche. L'homme mystérieux leur dit alors « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Venez, mangez. » Tous le rejoignent autour d'un feu de braise disposé là. Aucun des disciples n'ose lui demander « Qui es-tu » Mais ils en sont persuadés, c'est le Seigneur. Ainsi, ce jour-là, la pêche a été bonne, même très bonne. Non, je ne parle pas des 153 poissons, mais bien de la pêche de Jésus. Car oui, c'était bien lui. Ce jour-là, il a repêché le cœur de ses disciples un peu perdus, comme il n'a de cesse de repêcher nos cœurs encore aujourd'hui. Et bien sûr, nous accueillons Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Direction chez vous, La Réunion. La vous belle. connaissez bien, au nord et à l'ouest, plus précisément donc à Saint-Denis et à la Possession, où la pêche est une activité privilégiée de l'île. Alors, nous avons rencontré ceux qui travaillent pour la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique de La Réunion. Elle en Ça fallait fait du beaucoup. souffle. Hein. Exactement, regardez. Il travaille, Bernard, il est garde-pêche fédéral et il veille au quotidien sur tous les cours d'eau et les plans d'eau présents sur le territoire, comme ici, juste là, dans la rivière Langevin.
Et quelle est la place de la pêche à La Réunion? Alors, la pêche a longtemps été une pratique populaire à La Réunion, mais pour pêcher dans les cours d'eau réunionnais, désormais, il faut avoir la carte membre de la fédération. La réglementation de la pêche à La Réunion n'a que 25 ans. Il y a donc beaucoup à faire pour former la population aux bonnes pratiques. Ça veut dire qu'il faut sensibiliser la population? Comment il faut? Alors, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Ça passe par la science, bien sûr, la lutte contre le braconnage aussi, et bien sûr par la formation, comme ici avec Gabriel. En 2022, près de 2000 personnes ont été sensibilisées à la protection des milieux aquatiques, dont 1600 enfants qui sont aujourd'hui autant d'enseignants pour leurs parents et leurs grands-parents. La pêche populaire, telle que nous la connaissons, est-elle devenue une pratique dangereuse pour notre environnement? Sommes-nous prêts à changer notre regard sur cette activité? Reportage d'Anna Bélissance et Sylvain Ducasse. On aura les pucettes en aval. Une pêche bien particulière vient de démarrer dans la rivière Saint-Denis. Voilà, un petit peu plus bas. Voilà, super. Je vais mettre le courant dans l'eau à l'aide d'un interrupteur qui conduit entre l'anode et la cathode. Je vais ramener le poisson vers les pucettes. Gabriel Waro est agent à la Fédération de pêche. Il fait partie des rares gardes formés à la pêche électrique qu'il pratique ce jour-là dans le cadre d'un recensement des espèces de poissons et de crustacés. La technique de la pêche scientifique à l'électricité, en fait, c'est vraiment qu'on va diffuser un courant dans l'eau avec une certaine intensité qui sera calculée en fonction de la conductivité de l'eau pour avoir le moindre impact possible sur le poisson. Et le but principal, c'est vraiment de pouvoir le capturer, c'est-à-dire qu'il sera tétanisé momentanément par le champ électrique pour soit le sauver dans le cadre des pêches de sauvegarde ou soit de l'étudier dans les cas des pêches de suivi en fait. La pêche, il y a quand même certaines règles de sécurité à respecter, notamment on peut voir on doit être isolé du courant, on doit baliser le chantier, il y a plein de règles à respecter pour faire ça dans des bonnes conditions. Oui. Levez. Un shit, m'y trouver aussi. Ah oui, ça va. Mets dans le seau. Un joli shit. Hein. Plus le poisson est gros, plus il sera impacté par le courant électrique. Du coup, on va vite faire la biométrie et le remettre à l'eau. Déterminer le poids, la taille et bien sûr l'espèce pour chaque individu pêché. Ces précieuses informations permettent d'en savoir plus sur l'état de santé du cours d'eau. Ce matin, on a eu 8 espèces, notamment des espèces indigènes, donc c'est quand même très bien. On a quand même une des 2 espèces des crabes-bouchons, le Cotylopus, qui lui est endémique Réunion-Maurice. C'est vraiment une espèce qu'il faut protéger parce que voilà, le jour est disparu de la Réunion, il disparaît de la terre entière. On est là pour faire le travail et que tout le monde puisse profiter de la rivière et pour que ça dure encore très longtemps. Une fois la mission des agents terminée, la rivière est de nouveau accessible aux amoureux de la pêche, comme Cyril Elisabeth, Michel Justine et David Grondin. La pêche traditionnelle en rivière est une pratique très courante sur l'île. Mais pour avoir le droit de s'adonner à ce loisir, ça c'est un vrai plaisir ça. Il faut s'inscrire à la fédération de pêche et obtenir sa carte de membre. La réglementation fixe les quotas de pêche en fonction de la vulnérabilité de chaque espèce. L'île de la Réunion, c'est 1500 km de cours d'eau à protéger du braconnage. Ici, sur la rivière des Galets, les visites surprises des gardes ne restent pas secrètes très longtemps. Même les taxiteurs, ils nous dénoncent maintenant. Voilà, les barrages qui viennent. Ouais, là. 2 barrages. Ouais, on peut jeter un coup d'œil sur les barrages d'ailleurs. Des barrages comme celui-là, il y en a des dizaines sur la rivière des Galets. L'œuvre des braconniers pour assécher une partie du cours d'eau sur des centaines de mètres. Le barrage, il devait être pour pêcher dans ce petit bras là. Armand Métro et Bernard Grondin sont les plus anciens gardes-pêches de la fédération. Un quart de siècle qu'ils protègent les cours d'eau de l'île des techniques dévastatrices des braconniers. Assécher un cours d'eau, ça veut dire que tout va être tué, en fait. Les coquilles, les invertébrés, tout ce qui sert à la nourriture des poissons, ou les anguilles ou autres, vont être tout simplement détruits sur 200-300 mètres. C'est un délit et c'est une infraction passible d'une amende de 3 750. Et souvent, avec les barrages, ils utilisent aussi des produits chimiques. Ça peut être de la javel. Ça aide à la dévalaison des poissons plus rapidement. Puisque l'objectif pour les braconniers, c'est d'être en rivière le moins de temps possible pour ne pas être pris. Vous avez vu des trucs plus bas? À quelques dizaines de mètres du barrage, une autre infraction est repérée. Les motos dans la rivière, ça c'est strictement interdit. Les agents de la fédération ne peuvent verbaliser que les infractions en lien direct avec la pêche. Même si on n'a pas de compétence, mais on peut passer l'info au service. Bonjour monsieur. Garde de pêche.
Ah oui, sur des sites naturels où la circulation motorisée est interdite, vous risquez la confiscation de la moto. Quelques centaines de mètres plus loin, les gardes font une nouvelle découverte. Tiens, là, il y a un beau barrage. Ça, c'est récent, ça. Le 3e barrage de la matinée, et cette fois-ci, les traces semblent fraîches. Et là, je vois les traces là dans le sable. C'est de ce matin, ça. Il a senti l'odeur de cigarette tout à l'heure, effectivement. Ouais. Quand il m'a dit, là, ça sentait la cigarette. La vente de poissons ou de crustacés d'eau douce est strictement interdite. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, on retrouve les gens qui revendent sur les réseaux sociaux. 3-4 anguilles qui va faire 1,5 kg, 2 kg, ben, le prix, ça tourne dans les 150 €. C'est quand même une somme assez considérable. La petite équipe ne peut pas être partout. La partie de cache-cache se transforme parfois en course-poursuite. Car pour venir à bout du braconnage, il faut prendre les auteurs en flagrant délit. On les prend en flagrant délit et qui sont verbalisés et recommencent la plupart du temps. Avec le relief qui est extrêmement montagneux, on a vraiment des difficultés à surveiller l'ensemble des credos. Même si elle constate une amélioration des comportements, la Fédération de pêche doit redoubler d'efforts, également sur le terrain de la sensibilisation. L'éducation au respect de la faune aquatique s'adresse en priorité à la jeune génération. Donc pour aller à la pêche, il faut un permis de pêche, ok? Au programme pour commencer, un exercice d'agilité pour ces pêcheurs en herbe. Donc aujourd'hui, il y aura juste un petit flotteur et le but du jeu, ça sera de viser les CSO. C'est parti? Même ceux qui vont s'y baigner, ils ne soupçonnent pas forcément qu'il y a tout ça dans la rivière. Et en général, à La Réunion, très peu de personnes connaissent vraiment toutes les espèces parce qu'on a quand même entre 15 à 20 espèces indigènes qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Donc c'est pour ça qu'elles sont quand même assez méconnues. Et ils peuvent remonter n'importe quelle cascade. Durant 2 heures de sortie scolaire à la rivière, chaque groupe de collégiens a la responsabilité de partager ses découvertes. Ce que j'aime bien de ce qu'on a découvert, c'est les anguilles, surtout la marbrée. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il faut qu'on en parle, qu'on parle de tout ce qui se passe sur la rivière qui empêche le cycle de tous ces animaux d'eau douce. L'importance de cette rivière, c'est que c'est un peu un endroit culturel pour moi, vu que j'ai grandi ici. Mon grand-père, la plupart du temps, il pêchait des anguilles, des chevrettes, des chevaquines. Si on ne fait rien, j'ai peur qu'elles disparaissent. Pêcher, c'est aussi connaître cette précieuse ressource pour mieux la préserver. Environ 1700 Réunionnais possèdent un permis de pêche, autant de gardiens qui s'engagent à transmettre les techniques sélectives héritées des anciens. Ah, il va sortir, allez, au revoir l'anguille. C'est parti. Au revoir. Et nous retrouvons tout de suite notre invité. Pour cela, direction la Martinique, où nous retrouvons le père Hippolyte-Marie Toglo-Bessé. Vous êtes aumônier de la mer pour le diocèse de Lille et vous êtes en ce moment à Casse-Pilote. Alors, en tant qu'aumônier de la mer, quelle est votre mission exactement? En tant qu'aumônier de la mer, la mission qui m'a été impartie, c'est de schématiser la présence de l'Église aux côtés de tous les utilisateurs de la mer. Il y a tous ceux qui sont dans l'univers sportif, par exemple, comme les tours de Yole à la Martinique, c'est connu désormais et ça prend une proportion assez importante. Il y a aussi la réalité des marins, leurs conditions de vie, leur situation, créer une proximité avec eux. Il y a ce qu'on appelle les salons de la mer. Donc tout cela constitue une série d'activités que nous avons enclenchées depuis 2016. D'accord. Et le descriptif que... Père Hippolyte-Marie, vous, est-ce Oui. que vous aussi, vous avez un lien particulier à la mer? Quel est votre lien Oui. avec la mer? Le lien particulier, c'est que avant d'y être nommé, j'ai toujours aimé l'activité de la pêche. Et j'y ai participé quand j'étais plus jeune en Bretagne, auprès d'une famille qui m'avait adopté, qui m'a adopté. Et cela m'a donné l'élan de continuer. Et j'aime cette activité, cette présence. Je peux dire que c'est providentiellement que l'archevêque m'a confié cette mission depuis 2016. Et donc vous êtes en lien avec les marins pêcheurs, mais aussi toutes les personnes qui sont en lien avec la mer. Quelles sont vos actions exactement? Les premières actions ont été d'abord de répertorier
tous ceux qui sont dans différentes activités, comme la pêche. Et à partir de l'activité de la pêche, le contact établi m'a permis d'être à l'écoute de leurs besoins, de leur situation. Quels sont leurs besoins aux marins pêcheurs? Quelles sont leurs préoccupations? Leur préoccupation, c'est d'être protégés dans leur activité. Et c'est là que la dimension spirituelle de la pastorale vient jouer vraiment son rôle de proximité. Tout le monde a le souci de bien réussir son activité de pêche sans danger. Car nous avons ceux qui ont péri en mer. Et cela arrive malheureusement. Et à l'occasion d'ailleurs, chaque année, d'une commune à l'autre, il y a la célébration de la fête de la mer et le prêtre est présent à leur côté. Et on met ce qu'on appelle l'opération Péri en mer, qui nous permet de mettre des gerbes à la mer en souvenir de ceux qui sont partis. Est-ce qu'on peut dire que la pêche peut être une métaphore finalement de la vie spirituelle, naviguant entre patience et persévérance? Parce qu'il en faut de la patience pour pouvoir pêcher du poisson. Oui, parce que cette activité, on peut y aller. D'ailleurs, dans le récit de l'Évangile sur lequel un bref aperçu a été donné tout à l'heure, on peut y aller et revenir bredouille. Et c'est en toute confiance que ceux qui y vont demandent qu'on puisse bénir cette embarcation-là. Père Hippolyte Marie, les premiers apôtres appelés par Jésus, ce sont des pêcheurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le symbole de cela? En fait, il y a ceux qui ont été appelés, et ceux qui ont été appelés par Jésus étaient des pêcheurs. Et pêcheurs, ce qu'ils ont utilisé comme astuce dans leur activité de vie, symboliquement et spirituellement, Jésus leur demandait de l'utiliser aussi pour rassembler des personnes humaines vivantes. C'est là qu'on retrouve le sens littéral du mot péché et le sens symbolique dans sa dimension et sa teneur spirituelle. Alors, en quelques mots, Pierre a été l'un des premiers appelés. Son successeur, le pape François, porte toujours l'anneau du pêcheur. En quelques mots, que doit-on comprendre comme message pour l'Église? Comme message pour l'Église, la forte interprétation de l'image utilisée dans l'anneau qui symbolise son lien intime avec le Créateur dans sa mission de rassembler le peuple de Dieu. Et c'est ce que vous essayez de faire et que vous faites très bien en Martinique. Merci beaucoup, Père Hippolyte Marie, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes aumônier de la mer pour le diocèse de la Martinique. Et Aurélie, figurez-vous que notre portrait cette semaine, vous êtes au courant, hein, nous emmène à Moorea, une île du Pacifique Sud en Polynésie, à la rencontre d'un passionné de pêche. Exactement. Et ce passionné, regardez, c'est Avery Junior Tiaoao. Il a 28 ans, il est pêcheur professionnel et dès l'âge de 15 ans, il a quitté l'école pour faire de la pêche son métier. Aujourd'hui, toute la famille est impliquée puisque lorsqu'il est à l'eau, et on va vous montrer quelques images, oui, c'est son père qui l'accompagne pour tenir le bateau pendant que sa femme livre le fruit de sa pêche dans les restaurants et les hôtels de Moorea. Et depuis qu'il pêche, a-t-il constaté une évolution des fonds marins? Oui, tout à fait. Même si, regardez, cette étendue d'eau, elle est magnifique, évidemment. Au fil des années à nager dans ces eaux, il a constaté une diminution du nombre de poissons et le réchauffement climatique, évidemment. Il communique beaucoup sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les pêcheurs amateurs, une responsabilité qu'il se donne, car pour Avery, il est important de préserver la création. En quoi pêcher est une manière de préserver l'identité polynésienne et quelle est la place de la spiritualité dans cette pratique? Reportage de Jérôme Bonpierre. Je suis allé à la pêche à l'âge de 4 ans. Moi et ma maman et mon papa, des fois avec mes frères et sœurs, on allait à la pêche mettre le filet pour manger, sinon vendre peut-être. Hein. Même des fois, j'allais pas à l'école et eux, ils acceptaient. Je disais, j'avais mal à la tête, mais après, c'est moi et mon papa qui allaient à la pêche.
J'ai appris les techniques de pêche avec mon papa. J'apprenais sur le temps, mais avec des anciens qui savent faire cette pêche-là, tu vois. J'allais leur demander, j'allais voir, je regardais tout ce qu'ils faisaient, je demandais comment regarder, le trou, tout ça. Et après, j'ai jamais arrêté, j'ai toujours continué et c'est devenu ma passion et mon sport et mon métier. Hein. Chatoe te amarunu ni matau ya oe no te mahana te horome. Chatoe te anituru matau ya oe aparurume oe matau e toru e mahana ta matau tau te ira te e mahana. Tu es obligé de faire la prière. C'est lui qui peut te guider, hein. C'est le seul, c'est notre créateur. C'est lui qui a créé la nature. Tu respectes Dieu, tu respectes la nature. Mais il te donne. C'est lui qui peut te donner une bonne pêche. Hein. La pêche au poro, c'est une pêche simple. Tu mets ton filet avec un tété, on dit un V. Hein. Quand ils entrent dans le V, voilà, ils ne vont pas allonger, ils vont aller sur le côté, ils vont se bloquer aussi sur les côtés. Je suis tout le temps heureux quand je suis à l'eau, que ce soit une mauvaise pêche ou une bonne pêche, je suis heureux. Pour moi, le poisson le plus réputé en Polynésie, c'est le nason, le umi. Hein. Il faut aller au fusil. Hein. Le nason, il faut aller, on ne peut pas avoir comme ça, c'est très dur. Les plongées, l'apnée, aller en profondeur, c'est un métier très très dangereux et difficile. Maintenant, j'ai plein de clients fidèles, comme le restaurant, les hôtels. Hein. Grâce à la pêche, je peux avoir un peu de sous pour la petite famille. Ma petite famille, moi, ma famille, mon bébé. Bien, on met un peu le citron, le sel. Dans le futur, ouais, j'ai envie de continuer jusqu'à ce que je ne peux plus pêcher. J'ai envie aussi dans le futur que s'il y a des jeunes, des personnes qui veulent apprendre la pêche, moi je fais avec amour, je vais vous apprendre parce que moi je ne vais pas cacher, c'est mon don et mon don je le partage. C'est pas moi qui a fait de moi être un bon pêcheur, non, c'est celui qui est en haut. Voilà. Mais si c'est celui qui est en haut, ça se partage. Et voici l'heure de la chronique de la semaine avec vous, Aurélie, où nous nous intéressons à la pêche dans l'islam. D'abord, le Coran évoque-t-il cette pratique ? Tout à fait. Elle y est désignée comme la chasse en mer en opposition avec la chasse à terre. Alors, dans les deux cas, elle est permise, en particulier si son objectif est de manger. Et je cite le Coran, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Donc, la pêche pour se nourrir est autorisée. La plupart des théologiens s'accordent à dire que la pêche sportive, dans le but de se divertir, est donc un péché. D'accord. Et vous allez donc nous donner un exemple à Mayotte. Tout à fait. J'ai choisi de vous parler en particulier de la pêche au djarifa. Le djarifa, regardez, c'est ce filet qui est fabriqué à partir d'un tissu en tulle cousu dans la longueur pour former cette poche dans laquelle on va retenir les poissons. Les images que je vous montre aujourd'hui sont extraites d'un épisode de la série De la mer à la terre en Outre-mer. On trouve ça sur lapremière.fr. Et regardez, ici, on est à Bouéni, dans le sud-ouest de la Grande Terre. Vous le voyez, c'est une pêche exclusivement féminine. Cet art se transmet de mère en fille depuis de nombreuses générations. La pêche au djarifa représentait en fait un complément d'alimentation apporté par les femmes, alors que l'agriculture était surtout réservée aux hommes. Et quel est le principe exactement ? Alors, sur le papier, c'est plutôt simple. Regardez, le filet est maintenu dans l'eau par 2 tireuses, vous les voyez là. Il y a ensuite des rabatteuses qui sont chargées de guider le poisson dans le djarifa. D'accord, oui, c'est vraiment sportif. Et puis sur le papier, ça a l'air simple. Hein. Mais comment la religion est-elle présente dans cette pêche ? Alors d'abord, dans la date de première sortie d'un djarifa, donc son premier jour de pêche, il est choisi par un fundi, un maître coranique selon le calendrier musulman. Et ce premier jour, il ne sera utilisé que pour quelques levées, même à vide, afin d'attirer la chance. Et regardez ce geste.
Elle prend l'eau de la mer et exactement. elle met Là, sur ses joues. Exactement. En fait, avant chaque pêche, les femmes se bénissent avec le sable de la mer, encore dans le but d'attirer la chance et d'enlever le mauvais œil. Chacune d'elles est consciente que si la pêche est fructueuse, c'est parce que Dieu l'a voulu. J'insiste là-dessus parce que ça se dit Masha Allah en arabe. Masha Allah. Écoutez bien, tendez l'oreille. C'est vraiment une journée exceptionnelle. Et voilà les résultats. Masha Allah et Masha Allah. Il est là le résultat. Masha Allah, j'aurais bien aimé manger après ça. Alors oui, ça donne vraiment envie, c'est sûr. Alors, mais si la pêche a été fructueuse ce jour-là, c'est pas toujours le cas. Il est devenu difficile de pêcher au Djarifa en espérant nourrir sa famille à cause de la diminution du nombre de poissons dans l'eau. C'est donc petit à petit devenu une activité récréative et de maintien de la tradition. Ce qu'on peut dire en résumé, c'est que dans nos territoires, si la pêche a longtemps été une de nos ressources alimentaires principales, elle devient aujourd'hui un symbole de préservation de nos cultures traditionnelles, toujours imprégnées par notre spiritualité. Merci Aurélie. Et sur le site internet d'Outre-mer La Première, regardez, vous pouvez découvrir comment les autorités françaises luttent contre la pêche illégale au large de la Guyane. Plusieurs tonnes de poissons ont été saisies à bord de navires. En 2024, en à peine 7 mois, ce sont 12 bateaux de pêche illégale qui ont été détruits et donc saisis. Alors, si cette émission vous a plu, ou les autres émissions de Tous Frères, vous pourrez les retrouver sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. N'oubliez pas qu'il y a aussi des contenus inédits. On vous attend sur Internet. Et vous, Muriel, alors, est-ce que vous aimez pêcher? Mais je suis petite fille de marin-pêcheur et je n'ai absolument pas le pied marin. Donc pêcher, manger le poisson, oui, pêcher un peu moins, mais après, moi, j'ai vraiment des souvenirs quand j'allais en Martinique. C'est mon papy, il allait pratiquement tous les jours pêcher, il nous ramenait du bon poisson qui avait un bon goût. Et du coup, quand on rentrait de vacances en région parisienne et que mes parents achetaient du poisson, je le trouvais très fade. Ah, j'imagine. Heureusement, ma mamie chérie, mamie Angèle, nous envoyait du poisson frit que Papy Robert avait pêché. Du coup, ça nous donnait une petite envie de revenir de temps en temps, même beaucoup plus souvent en Martinique. Et vous avez déjà pêché? Alors non. Mais par contre, moi, le souvenir que j'ai de la pêche, c'est l'Anse des Cascades à La Réunion. C'est dans l'est de l'île. C'est un endroit d'où les pêcheurs arrivent avec leur pêche. Donc, on voyait, je me rappelle, les barques au loin, l'attente avec tout le monde, que les poissons arrivent, puis la négociation avec ma mère fine négociatrice. Super. Donc, on ira avec votre maman acheter du poisson. Exactement, il faut. Alors, c'est sûr que c'est un super beau souvenir, mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Avec la réglementation, en fait, ce côté folklorique là, de l'Anse des Cascades, il n'existe plus. Après, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, quand on connaît les richesses de notre île, on peut vivre ce changement que de manière très sereine, finalement. Oui, donc finalement, la pêche, eh bien, il faut en profiter et surtout la préserver en espérant que cela vous inspire. Belle semaine à vous et à bientôt.